Bonjour à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de Boursorama. Bienvenue pour ce deuxième webinaire intitulé Mode d'emploi pour agir. C'est le deuxième webinaire de notre série Investir, pourquoi pas moi, réalisé par Vive Média et Boursorama. Alors pourquoi cette série de webinaires Investir, pourquoi pas moi? Parce que ensemble, Vive Média et Boursorama ont pour objectif de réduire les inégalités qui existent dans l'accès à l'investissement entre les femmes et les hommes et de faciliter l'investissement pour toutes et tous. Alors, lors de l'inscription, vous nous avez posé des questions et vous pouvez d'ailleurs continuer à en poser parce que pendant ce webinaire, parce que nous allons y répondre en fin de webinaire. Parmi ces questions, il y a Elodie et Sophie qui nous ont demandé si on pouvait revoir le premier webinaire, justement, qui s'intitulait « Les clés pour comprendre ». C'était avec Clara Mollet. Vous pouvez en effet voir le replay de ce webinaire sur le site de Boursorama. Il vous suffit d'aller dans la rubrique vidéo. Vous cliquez sur nos émissions, puis dans webinaire et vous retrouverez le premier webinaire à la date du 9 mai. Alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Aujourd'hui dans cet épisode Mode d'emploi pour agir, nous allons parler avec notre invité des types d'investissements à privilégier quand on débute, des rendements moyens auxquels on peut s'attendre, des erreurs à éviter et puis du risque qui nous fait peur à tous. Jusqu'où peut-on prendre des risques? Nous allons donc répondre tout au long de ce webinaire à la question de Laura qui nous a écrit et qui nous a dit « Je n'y connais absolument rien. Comment ça fonctionne pour avoir au moins les bases? Quels éléments regarder? À quoi faire attention? Est-ce que vous avez des exemples concrets d'investissement pour débuter ?» On a aussi Mamounata qui nous a posé la question « Comment commencer à investir efficacement avec un petit budget ?» Alors ça, c'est une question qu'on a très souvent. On va donc tout vous dire et répondre à ces questions tout au long de ce webinaire. Mais avant de commencer, un petit mot rapide sur Vive Média. Vive Média, c'est une newsletter hebdomadaire gratuite qui décrypte la place des femmes dans l'économie et qui apporte aux femmes et aux hommes des outils d'éducation financière. Vous pouvez vous abonner gratuitement à la newsletter sur le site vivemedia.fr. Vive Média, c'est aussi un podcast qui s'appelle Osons l'oseille. Vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes d'écoute. Et puis Vive Média, c'est enfin un tout nouveau parcours de formation à l'investissement. C'est en vidéo, ça s'appelle Vive Académie Investir. Ce sont 11 vidéos, les 3 premières sont gratuites, vous pouvez les voir aussi sur le site de vivemedia.fr. Nous allons donc commencer tout de suite avec notre invitée qui s'appelle Hélène Gerby. Hélène Gerby, bonjour. Bonjour Catherine. Alors Hélène Gerby, vous avez eu à cœur d'aider les femmes à investir. Vous avez développé pour cela une plateforme digitale d'éducation financière qui s'appelle Femca. Alors Femca, en fait, c'est la contraction de Femmes et Capital. Votre approche, elle est très originale parce qu'en fait, pour vous, l'investissement, c'est du développement personnel. Vous avez d'ailleurs écrit un livre publié en début d'année qui est là. C'est une sorte de boîte à outils de l'investissement. Il se lit comme un livre de développement personnel. Ça s'appelle Développer vos super pouvoirs financiers, la finance et l'investissement simple et accessible à toutes et tous. Alors Hélène Gerby, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre façon d'aborder l'investissement et pourquoi elle est particulièrement motivante? Oui, alors tout à fait. Alors nous, chez Femca, notre mission, c'est de démocratiser ces sujets-là, démocratiser l'investissement, le rendre accessible au plus grand nombre et notamment aux femmes. Alors on a décidé d'avoir une approche un peu différente du sujet, c'est ce que vous évoquiez, avec une approche de développement personnel financier. En fait, la logique derrière, c'est de se dire qu'on a peut-être besoin un petit peu de réenchanter cet univers des finances personnelles et de l'investissement, parce que finalement, l'imaginaire qui est autour est souvent un peu corporate, un peu froid, un peu opaque. Et donc, cette approche-là, l'objectif, c'est de revenir à des choses un peu plus concrètes. Donc, en fait, on va partir plutôt des objectifs de vie. On va parler d'individus, on va replacer l'individu au centre pour ensuite aller chercher quels peuvent être les bons produits pour investir. Donc, cette approche-là, elle est directement inspirée d'une approche qui s'appelle le Goal-Based Investing, donc qui est originaire plutôt des États-Unis, qui est une approche qui va justement proposer une nouvelle manière d'investir. C'est finalement assez simple, mais le raisonnement est le suivant, c'est je vais réfléchir à un projet de vie. Ce projet de vie-là, je vais quantifier finalement le montant nécessaire pour réussir à mener à bien ce projet de vie. Et puis, je vais estimer aussi l'horizon de temps
pour réaliser ce projet-là. Et à partir de là, à partir de ce moment-là, je commence à avoir des informations qui vont me permettre aussi de pouvoir déterminer ensuite le type de produit d'investissement que je vais pouvoir utiliser pour bien servir ce projet de vie. Et donc, l'intérêt principal, je dirais, de cette approche, c'est que c'est une approche qui permet de rester motivé dans le temps long parce qu'en fait, on va être sur quelque chose de très concret et surtout, on va être sur des projets de vie, des choses qui nous animent. Et ça s'oppose aussi à cette approche un peu classique qu'on peut avoir quand on va à la banque ou traditionnelle, entre guillemets, ou son conseiller ou conseillère bancaire. On va nous poser la question, nous dire vous avez un peu d'épargne à investir, par exemple, pourquoi pas ouvrir une assurance vie. Et donc là, dans ce type d'approche, le problème, c'est qu'on ne sait pas bien pourquoi on le fait. Parce que la question sous-jacente, c'est ça, c'est pourquoi je le fais. Et le pourquoi, c'est finalement quel est le projet qui m'anime derrière. Et le type de projet de vie, donc ça peut être à 3 ans, à 5 ans, à 15 ans, à 20 ans. Est-ce que vous pouvez donner des exemples de ces projets de vie? On en a tous, mais voilà, pour nous éclairer. Oui, tout à fait. Alors, les horizons de temps, nous, par exemple, aujourd'hui, avec nos apprenantes, on travaille plutôt sur un projet, pour un peu symboliser les choses, un projet court terme, moyen terme, long terme, puisque ça va correspondre à des catégories d'actifs, des types d'investissements différents. Mais prenons des exemples. Alors, il y a des projets, on va dire, très particuliers, très individuels et personnels. Et puis, il y a des projets de l'ordre un peu de l'universel, en quelque sorte. Par exemple, préparer sa retraite, c'est un projet qu'on va retrouver, nous, chez presque 90% de nos apprenantes. Elles ont cette volonté de se dire, surtout dans le contexte un peu particulier qu'on a connu sur ce sujet et qu'on connaît encore, cette volonté de se dire, ce projet-là, j'ai envie de le préparer. Et je pense qu'on reviendra dessus aussi plus précisément, mais typiquement, l'investissement peut être une bonne option quand c'est un projet qui est un projet long terme. Ok. Et du coup, vous utilisez pour cela des outils pour accompagner les femmes dans l'investissement et les aider à passer à l'action. Vous aussi, vous parlez de la pyramide de l'investissement dont on a parlé déjà avec Clara Mollet lors du premier webinaire. Vous parlez également de l'outil de la boussole qui sert justement à aligner, il me semble, vous me corrigerez sinon, ces investissements sur ces projets de vie. Et puis, vous utilisez une plateforme de bourse virtuelle. Ça, c'est pour que vos apprenants et vos apprenantes comprennent comment ça marche et se fassent la main. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tous ces outils et pourquoi ils nous aident à investir? Alors en fait, la philosophie un peu derrière tout ça, c'est vraiment de pouvoir à la fois mixer de la théorie, puisque généralement, quand on a envie de se lancer dans l'investissement, prendre davantage en main ses finances personnelles, il y a un sujet à avoir plus de connaissances, se sentir plus en confiance de ce point de vue-là. Mais aussi la pratique, parce qu'en fait, c'est quand même une dimension qui est extrêmement importante de ne pas rester dans ok, j'ai compris théoriquement comment fonctionne un produit, mais ensuite, concrètement, comment je vais passer à l'action. Et donc, c'est comme ça qu'on a pensé progressivement des outils qui sont vraiment des moments où on va pouvoir basculer de la théorie à la pratique, rendre les choses plus concrètes. Et donc là, ce sont plutôt des outils internes dont vous parliez, mais aussi des outils qui sont ouverts à tous et à toutes. Pour revenir sur la boussole, c'est simplement, on va dire, une manière de poser sur le papier cette idée dont je parlais tout à l'heure, de projet, puisque c'est notre approche, l'approche qu'on a adoptée, l'approche goal-based investing, mais de pouvoir poser les choses, aligner ces projets de vie avec ces produits d'investissement et construire une feuille de route. Donc c'est vraiment plus, on va dire, un canevas, un guide pour nos apprenantes, pour les personnes qui ont envie de repartir de la base et de se dire, en fait, qu'est-ce que je veux faire finalement les prochaines années en matière d'investissement. Et puis, les plateformes virtuelles, alors ça, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs accessibles en ligne, etc. Ça peut être des options. Nous, on en utilise différentes. L'intérêt ici, c'est plutôt de se dire, une fois que j'ai compris, par exemple, comment fonctionnent les marchés financiers, il y a quand même encore un pas entre comprendre finalement théoriquement comment fonctionnent les marchés financiers et puis aller passer son premier ordre. Et donc là, c'est l'intérêt, c'est finalement de s'entraîner sur des plateformes où on n'a pas d'enjeu, on est sur du virtuel, de l'argent virtuel, etc. Mais des modes de fonctionnement qui sont extrêmement similaires à ce qu'on va retrouver quand on va investir réellement sur les marchés financiers. Oui, parce que justement, donc, il y a de la théorie, mais il y a la mise en pratique. Et donc, nous avons reçu la question d'Annélie Lucia qui nous demande quel est le montant minimum conseillé pour investir, et aussi celle de Jouzélie qui nous dit, passé un certain âge, peut-on toujours investir? Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Hélène Gerby, sachant que vous dites qu'il est essentiel donc d'avoir les bases d'une éducation financière pour commencer à investir, mais que le plus important, ça reste quand même de se jeter à l'eau, parce que c'est en faisant qu'on apprend. Oui, tout à fait. Alors, cette question-là, des montants minimums, c'est une question qui est récurrente et je pense que c'est un peu légitime puisque c'est souvent un peu le traitement qu'on a médiatique de l'investissement. On a l'impression que
c'est quelque chose qui est réservé à certains ou à certaines, à des montants qui seraient assez importants. Donc moi, ce que j'observe, c'est que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir parce que par exemple, tous leurs livrets d'épargne sont remplis. Elles se demandent si c'est le bon moment pour investir. Donc là, c'est important en effet de revenir sur ça et de comprendre que finalement, plus que le montant qu'on va mettre, je pense que Clara Mollet l'expliquait très bien aussi dans le premier webinaire, ce qui compte, c'est le temps long en fait, c'est de commencer dès qu'on peut, parce que là, on va faire jouer les intérêts composés en notre faveur. Donc finalement, c'est souvent, on se concentre sur le montant, mais le sujet, c'est plus le temps. Après, deux choses simplement à préciser quand même sur les montants. Bien sûr, avant d'investir, c'est toujours important d'avoir une épargne de précaution. Il y a ces fameuses règles d'or, choses quand même à avoir un peu en tête avant de se lancer. Donc avoir une épargne de précaution qui va assurer une forme de filet de sécurité, ça c'est quand même un premier élément. Et puis ensuite, bien sûr, il y a la notion aussi de se former, etc. Et puis dans le fait d'investir, on va dire, avec des plus petits montants, ce qu'il faut simplement aussi garder en tête, c'est qu'il y aura généralement des frais quand on va investir, et donc forcément en proportion, si on est sur des plus petits montants, les frais seront plus importants. Néanmoins, comme on le dit souvent, investir, c'est une question, vous le disiez, le temps joue soit contre nous, soit avec nous. Donc ça, c'est vraiment important à garder en tête. Oui, parce qu'en fait, en reprenant la question des projets, finalement, si on vise, par exemple, d'investir plutôt pour les études des enfants, qu'on s'y met, par exemple, 10 ou 15 ans avant, même si ce sont des petits montants, avec le temps, on a 10 ou 15 ans devant nous, plus les intérêts composés, finalement, ça vaut le coup de commencer tout de suite. Et pour d'autres projets aussi, ça peut être acheter un appartement, voilà. Tout à fait. Vous disiez, il y a les projets, le temps. Tout à fait. C'est vraiment ça la logique, c'est vraiment de se questionner sur l'horizon. Voilà. C'est ça qui va déterminer aussi donc le type de produits vers lesquels vous pouvez aller. Et puis aussi, parfois, tout simplement répondre à la question, parce que moi, c'est une question qu'on me pose souvent, est-ce qu'il vaut mieux épargner ou investir sur des projets qui vont être du court terme, du très court terme, des choses à 1 an, des choses à 2 ans, etc. Le court terme, dans le finance personnelle, on le situe avant 3 ans. Et bien là, généralement, on va peut-être être davantage sur des projets qui sont de l'ordre de l'épargne, puisque ça va être, si j'ai un besoin à 1 an, à 6 mois, eh bien c'est quelque chose que je vais pouvoir mobiliser plus facilement. Donc voilà, c'est pour ça que se poser ces questions-là et vraiment revenir finalement à la base de qu'est-ce que je veux faire de cet argent, c'est une question absolument fondamentale pour s'assurer de bien d'avoir, moi j'aime bien dire toujours, des finances personnelles qui vont dans le sens de nos projets de vie. Voilà, et qui servent nos projets de vie, ça c'est important. Oui, parce que c'est ça qui va déterminer ensuite si on s'oriente vers un produit où l'argent peut être bloqué pendant longtemps ou pas. Voilà, c'est pas l'inverse, c'est pas les produits d'abord, c'est nos projets. Non, tout à fait, ça va déterminer plusieurs éléments. Là, ce que vous mentionnez, ça va être la liquidité, mais ça va aussi déterminer le niveau de risque, notamment. C'est vraiment comme ça, parce que je pense qu'on en reparlera, mais quand on parle de risque, le risque dans l'absolu n'a pas beaucoup de sens. Finalement, ça a du sens à partir du moment où on se pose la question de l'horizon de placement, l'horizon de temps, et donc c'est ça qui va déterminer aussi, après avec d'autres critères quand même, mais qui va déterminer si on peut se permettre ou pas d'aller sur des placements plus dynamiques, donc plus risqués. Oui, alors vous, justement, Hélène, dans votre cas, donc vous avez 31 ans et vous avez osé commencer à investir jeune, à 24 ans, et pourtant vous n'étiez pas du tout dans le domaine, vous ne travailliez pas dans la finance, vous travailliez dans le marketing, dans le luxe, à des postes plutôt de communication. Et puis vous avez été entouré d'hommes qui investissaient, ça vous a interpellé, et c'est là que vous avez commencé à investir. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez osé ? Alors, je pense que d'abord, c'était un peu un goût du challenge, finalement, de faire ce constat personnel, de me dire, bien finalement, autour de moi, j'ai des amis, donc là, je parle essentiellement d'hommes, qui investissaient, et mon constat, c'était, finalement, on avait des rémunérations très proches, on était en début de carrière, etc. Et en fait, j'ai vraiment eu ce constat de me dire, mais en fait, on est en train de prendre, à un moment donné, je me suis dit, on est en train de prendre des trajectoires financières qui sont fondamentalement différentes, parce que moi, je me contente, entre guillemets, bien sûr, mais je gagne de l'argent, mais ensuite, je ne le fais pas travailler pour moi, je m'arrête, en fait, en quelque sorte, à un certain moment. Alors que finalement, eux, ont enclenché cette mécanique des intérêts composés, où ont de l'argent qui va travailler pour eux. Et en fait, j'ai bien réalisé qu'à ce moment-là, il y avait quand même un problème et qu'il fallait que je change de comportement. Et mon intérêt, moi, il est d'abord allé sur les marchés financiers, parce que
en fait, c'est ce qui me paraissait le plus opaque. Et donc, j'ai eu cette envie de me dire, on va commencer par ce qui finalement me semble le moins accessible, le moins clair, etc. Et donc ensuite, voilà, mon cheminement, ça a été de me dire, comment est-ce que j'y vais, comment est-ce que je me forme. Et donc après, ça a été à la fois, et donc c'est là vraiment cette approche de se dire à la fois de la théorie, bien sûr, beaucoup, mais aussi beaucoup de pratique et beaucoup de partage, ouvrir la conversation sur ces sujets-là. Avec ceux qui investissent. Tout à fait. Moi, j'encourage vraiment à le faire parce qu'en fait, les personnes qui investissent vont pas forcément proactivement d'elles-mêmes penser à se dire mais mon ami ne s'est pas lancé, je vais lui parler d'investissement. En revanche, soit ouvrir la conversation parce que c'est un sujet qui nous intéresse. On sait aussi que ça crée une émulation de groupe quand même, d'avoir quelqu'un proche de soi qui va nous dire voilà, moi j'ai fait ça, ça et ça. Avec la petite parenthèse quand même que c'est important, soit de pouvoir avoir ensuite son esprit critique, de pouvoir prendre ses décisions. On ne va pas forcément faire l'investissement du cousin. L'investissement du cousin n'est pas forcément le bon investissement pour moi, bien sûr. Mais en tout cas, créer cette émulation. Et puis ensuite, de ce partage-là, déjà, généralement, émergent des choses. Et moi, ça m'a beaucoup aidé d'ouvrir la conversation, vraiment. Donc justement, vous avez fait des formations en ligne, vous avez suivi des webinaires, des MOOC en ligne, et vous nous avez aussi parlé de livres. Vous avez 3 livres de référence. Ça peut être intéressant quand on n'a pas beaucoup de temps, mais qu'on veut aller direct à l'essentiel. Est-ce que vous pouvez nous les citer? Oui, alors ce sont des classiques des finances personnelles. Je pense que pour tous ceux et celles qui ont déjà pas mal lu sur le sujet, ça va vous parler. Alors il y a le très très classique Père riche, Père pauvre. En fait, pourquoi de Kiyosaki? Pourquoi je le cite? Simplement parce que je pense fondamentalement que le sujet des finances personnelles, tout comme l'investissement, c'est d'abord une question d'état d'esprit. C'est pas que de la connaissance technique. C'est aussi faire évoluer son état d'esprit, penser les choses autrement, commencer à voir le fait de gagner de l'argent différemment. Donc ce livre-là, je le trouve assez structurant aussi sur cette dimension-là. Ensuite, on va avoir des livres, il y a beaucoup d'ouvrages qui vont être un peu plus spécialisés. Je pense à l'investisseur intelligent de Graham, qui va être plus sur la partie marché financier, on va dire. Et puis si on devait citer un peu les grandes, on va dire, marché financier d'un côté et puis immobilier de l'autre, il y a l'investisseur immobilier intelligent aussi, donc il y a beaucoup d'intelligence dans ces titres, de Julien de la Grande Dame, qui est là une sorte de référence sur l'immobilier locatif. Donc là, quand on veut se lancer... On a souvent beaucoup de questions sur l'investissement immobilier. Donc l'investissement immobilier locatif intelligent, ça peut être une bonne référence pour beaucoup d'entre vous qui regardez, qui êtes intéressés. Et alors, justement, on va parler du risque que vous avez évoqué, Hélène Gerby, puisque vous, à la base, vous dites que vous êtes quelqu'un qui a plutôt peur du risque, mais vous investissez. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rapport au risque, comment vous le gérez, notamment aussi émotionnellement peut-être, et puis nous détailler les investissements que vous avez fait et pourquoi vous les avez choisis? Oui, alors j'aime bien toujours dire ça parce que j'aime bien aussi casser cette image de dire voilà, pour investir, il faut entre guillemets être une tête brûlée, ne surtout pas avoir peur de prendre des risques, etc. Et c'est un peu, je fais un parallèle très évident dans l'entrepreneuriat et voilà, pour ça j'aime bien dire, moi j'ai peur de prendre des risques, mais j'investis et j'entreprends. Donc c'est quand même possible et j'arrive quand même à dormir sur mes 2 oreilles. Donc non, petite blague à part, c'est vrai que mon approche aujourd'hui, elle est très pragmatique, en quelque sorte. Si je devais la résumer, on dit souvent dans l'investissement que le pire ennemi de l'investisseur ou de l'investisseuse, c'est lui-même ou elle-même, sous-entendu nos émotions, les peurs qu'on peut avoir. Et bien voilà, quand on va voir par exemple les cours variés, de se dire oh là là, mais qu'est-ce qui se passe pour mon argent, etc., etc. Donc avoir une approche pragmatique et notamment suivre un plan d'investissement, c'est-à-dire le plan d'investissement, il y a plein de niveaux. Il y a le plan, on va dire global, qui est mes projets de vie et qu'est-ce que j'ai envie de faire et comment j'ai envie de les financer. Et puis ensuite, au sein de chaque type d'investissement, forcément, chaque investissement, on va le penser en se disant, voilà, comment je vais m'y prendre, etc. Donc, avoir, on va dire, quelque chose qui est de l'ordre d'un référentiel très, très pragmatique permet d'éviter aussi de subir ces émotions. Donc moi, aujourd'hui, c'est vraiment mon approche. Et donc,
à partir du moment où on voit les choses comme ça, c'est vrai que ça devient beaucoup plus évident d'envisager certains types d'investissements. Et aujourd'hui, bon, forcément, moi j'ai totalement appliqué l'approche goal-based investing, puisque c'est comme ça que j'ai commencé à investir. Moi, c'est vraiment presque la seule approche qui me parle vraiment. Et donc, j'ai pensé tous mes grands projets de vie et en fonction, enfin, j'ai aligné mes investissements avec mes grands projets de vie. Et donc, voilà, j'ai des projets très universels, ma retraite. J'ai des projets un peu plus court terme, moyen terme, un peu plus personnels. Mais en tout cas, je les ai pensés comme ça. Et aujourd'hui, pour vous donner un peu une vue, alors bien sûr, j'ai une épargne de précaution. Hein, si on reprend la fameuse pyramide. Hein, c'est 3 à 6 mois de salaire environ. Hein, voilà, de dépenses, on va dire de coût de la vie dans les grandes lignes. Et après, c'est des choses un peu variables aussi, une petite parenthèse, en fonction de... Nous, on a beaucoup d'apprenantes qui sont par exemple indépendantes. Donc, on peut avoir des besoins un peu plus importants quand on a des fluctuations de ses revenus, par exemple. Donc, c'est aussi très personnel, cette estimation. Donc, il y a l'épargne de précaution. Ensuite, donc j'ai 2 assurances vie, moi, aujourd'hui, qui financent des projets différents. Qui sont calés sur des... Oui, voilà, c'est ça, oui, sur des projets, des horizons différents. Qui sont calés sur des projets de vie différents. Ensuite, donc, j'ai une résidence principale. Alors ça, c'est un choix. Il y a toujours débat dans le monde des finances personnelles. Faut-il ou pas acheter une résidence principale? En tout cas, moi, c'est un choix que j'ai fait. Et j'investis sur les marchés financiers. Donc, typiquement, moi, mes investissements sur les marchés financiers, aujourd'hui, c'est pour mon projet retraite. Voilà, parce que c'est du long terme. Et ensuite, j'investis dans l'immobilier locatif. Donc, j'ai plusieurs appartements et ça rentre sur un autre type de projet. Mais voilà, c'est vraiment un fonctionnement où j'aligne choses concrètes et produits. D'accord, c'est très clair. Et alors, on a reçu la question de Thibaut qui nous demande, peut-on prétendre à 10% de rendement avec de bons placements? Alors, en effet, par rapport à un livret A rémunéré actuellement à 3%, à quel type de rendement est-ce qu'on peut s'attendre en moyenne selon les produits? Autrement dit, en chiffres, hein, ce qu'on a tous envie de savoir, c'est pourquoi ça vaut le coup d'investir. Oui, alors peut-être pour rentrer par catégorie d'actifs, on va dire, parce que c'est vrai que dans l'absolu, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Si on reprend cette fameuse pyramide, donc on a tout ce qui va être livret d'épargne, typiquement livret A, comme vous l'évoquiez, où là on est à 3%. Ensuite, si on regarde les assurances vie, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les assurances vie, elles sont composées d'une part de fonds euros et d'autre part d'unités de compte. Donc on va avoir des rendements qui sont différents sur ces 2 poches. Ça dépend du panachage. Exactement. Mais sur les fonds euros, généralement, historiquement, on était plutôt en dessous de 2%. Depuis cette année, depuis fin 2022-2023, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on est sur des rendements un petit peu plus intéressants puisqu'il y a une remontée des taux, d'une part, au contexte un peu macro, et d'autre part, il y a aussi un enjeu à être aussi pour les assureurs, aussi compétitif, on va dire, versus un livret A, par exemple. Donc aujourd'hui, on peut avoir des fonds euros dans les 2,5%, par exemple 3%. Donc ce qui reste... voilà, aujourd'hui, à peu près au niveau d'un livret A. Ensuite, si on regarde sur les autres types d'investissements, par exemple la pierre papier, ce qu'on appelle les SCPI, donc c'est une autre forme d'investissement dans l'immobilier. Donc là, on sera plutôt autour de 4-5% de rendement en moyenne, pour donner un ordre d'idée. Sur des marchés financiers, alors bien sûr, là, on va être plutôt sur du 8-9%. Hein. Alors attention, si on est sur une perspective de long terme, hein, il y a quand même pas mal de guillemets. Oui, il faut être sur le long terme. Voilà, sur du long terme, et ça va dépendre des types de stratégies qu'on va avoir. Donc là, je parle plutôt, sans entrer trop dans trop de détails, mais plutôt sur un type d'investissement qu'on va dire passif, via des produits type ETF, etc. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Donc ça, ça permet un peu de se situer. Et sur de l'immobilier locatif, par exemple, ce qui permet de répondre aussi à la question, est-ce qu'on peut espérer les fameux 10%? Alors, typiquement, sur du locatif, là aussi, c'est très variable. Hein. Si on va sur Paris, on est plutôt en moyenne autour de 3%. Donc c'est pas ça qu'on va aller chercher à Paris quand on investit à Paris. C'est plutôt de la plus-value long terme généralement. Et puis si on est plutôt sur de l'investissement dans certaines villes de campagne, on peut aller sur du 12% par exemple. Donc finalement c'est... Ça dépend de l'endroit. On peut pas faire... Sur l'immobilier locatif, l'emplacement est absolument clé. Ça dépend de beaucoup de paramètres. Le rendement est un calcul très fin et ça va être quelque chose que vous pouvez aussi optimiser d'ailleurs via des travaux sur le bien. Enfin, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Et sur les assurances vie côté unité de compte, on est sur un petit peu plus que les fonds euros. Ah oui, pardon, du coup, je parlais que des fonds euros. Alors, ces unités de compte, c'est plus dynamique. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les unités de compte peuvent être
constituer, bien, vous pouvez avoir des SCPI, vous pouvez avoir des titres vifs, vous pouvez avoir une variété. Donc en fait, ça va dépendre en grande partie de comment sont constituées vos unités de compte. Voilà. En tout cas, c'est beaucoup plus dynamique que ce que vous aurez a priori sur du fonds euro, étant donné que vous êtes sur des logiques différentes et des types de produits différents. Voilà. Sachant, petite remarque, petite précision là-dessus, que donc, tous ces placements présentent toujours un risque de perte en capital, il faut le savoir, ce sont des grandes moyennes, et puis que les rendements passés ne garantissent pas les rendements futurs, c'est juste pour donner des grandes indications, qu'on dit ces chiffres. On est sur des ordres de grandeur, ce qui permet un petit peu de se situer en termes de culture financière. Voilà. Après, bien sûr, tout ça, c'est sous réserve de bien arbitrer ses investissements, de se renseigner en amont, et il n'y a absolument aucune vérité, personne ne lit dans la boule de cristal dans l'investissement. Oui, voilà. Et vous, Hélène Gerby, qui avez appris l'investissement en le pratiquant, est-ce que vous avez fait des erreurs et est-ce que vous observez dans les débutants à qui vous enseignez, est-ce que vous observez des erreurs récurrentes ? Oui, alors dans les erreurs, moi c'était plutôt des erreurs dans l'immobilier. Sur mes premiers travaux, sur les travaux que j'ai fait sur un de mes premiers biens, c'est un sujet qui a été une vraie problématique un temps pour moi. Il y a une vraie compétence à développer, à se former, puisque j'ai très mal su gérer toute la phase de travaux, ce qui fait que ça a un impact financier, puisque j'ai eu le bien, une disponibilité du bien plus tard. Mes travaux ont été décalés. Donc ça, c'est quand même des choses qui peuvent aussi avoir des impacts de vie, forcément, quand on a un bien qui est indisponible, etc. Donc là-dessus, quelque part, j'ai appris. Après, j'ai fait beaucoup de travaux dans d'autres biens. Et aujourd'hui, j'ai une vraie méthodologie. C'est de la gestion de projet. L'immobilier locatif, les travaux, c'est vraiment... On a beaucoup de parties prenantes, beaucoup d'acteurs. Il faut vraiment orchestrer tout ça. Il y a beaucoup d'options pour déléguer aussi, mais il faut l'avoir en tête. Oui, ça prend du temps et de l'argent. Et puis on peut un petit peu influer en fonction de comment on s'entoure, mais il y a toujours, ça reste un type d'investissement relativement chronophage. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai appris aussi un peu à mes dépens. Et sinon, sur les erreurs, pour revenir sur quelque chose d'un peu plus général, sur les erreurs classiques, moi je dirais tout simplement que une des erreurs, c'est quand même finalement de s'auto-censurer en se disant je gagne pas de temps, donc je me lance pas, parce qu'en fait c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, vous allez avoir le temps entre guillemets qui file, donc oui, il y a des prérequis, on les a évoqués, de se former, d'avoir une épargne de précaution, etc. Mais en fait, une fois qu'on a passé ce stade-là, il y a un vrai enjeu à limiter la procrastination sur le sujet. De son point de vue, c'est une erreur que de trop attendre, parce que finalement on a toujours cette logique des intérêts composés qui ne vont pas jouer en notre faveur. Oui, en fait, si on fait des versements réguliers pendant longtemps, même si c'est 50 ou 100 euros, il y a plein de produits qui existent qu'on peut ouvrir, même si on a des petites sommes au début. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'opportunités. Aujourd'hui, on a la chance finalement d'être dans un contexte de démocratisation des opportunités d'investissement. Donc, il y a des choses qui sont relativement accessibles. Et donc, même 50, 100, 200 euros en fonction... après, ça dépend des types de placements que vous envisagez. Mais donc, oui, c'est des choses qui ne nécessitent pas forcément d'avoir une somme extrêmement conséquente à investir ou d'attendre d'avoir constitué une somme extrêmement conséquente. Et dans les erreurs à éviter, vous dites aussi, parce qu'on en a parlé dans le premier webinaire avec Clara Mollet, que c'est important donc évidemment de diversifier son investissement, mais il y a aussi un écueil là-dedans. Vous dites c'est bien de diversifier, mais pas trop, il ne faut pas faire d'usine à gaz. Oui, non, parce que parfois c'est d'un extrême à l'autre. Alors la diversification, c'est une des règles d'or de l'investissement. C'est vraiment une manière de se prémunir, de se protéger, d'investir avec plus de sécurité. Néanmoins, il y a toujours un juste équilibre à trouver entre, on va dire, d'une part, de la diversification sans rentrer dans de la dispersion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une nécessité d'avoir à un moment donné une soixantaine, je prends un exemple absolument un peu extrême, mais de titres. Donc il y a un enjeu à trouver, un juste équilibre aussi pour que ça reste quelque chose de, après en fonction de si on veut le gérer seul ou pas, mais qui reste quand même relativement équilibré. Alors,
Vous parliez aussi tout à l'heure des émotions, qu'on peut être son propre ennemi et qu'il faut réguler ça. Alors justement, on a eu une question là-dessus parce qu'on sait tous qu'il y a eu des tensions sur les marchés financiers récemment avec la faillite de la banque américaine Silicon Valley Bank. À ce sujet, donc, on a reçu la question de Marie-Audrey qui nous a demandé quels investissements privilégier pour un débutant en cas de risque de crise. En effet, dans ces périodes de tension, quel est le bon comportement à adopter en matière d'investissement? Comment on gère le risque et les tensions? Alors en effet, c'est ce que l'on évoquait un petit peu tout à l'heure en filigrane, il y a quand même ce sujet, finalement quand on parle d'investissement, on parle à minima de moyen terme, sinon de long terme. Donc il faut vraiment avoir en tête que finalement c'est un peu la vie des marchés économiques. Oui, c'est normal. Voilà, les crises, il y en a eu, il y en aura. Des hauts et des bas. Voilà, il y a des hauts et des bas. Le sujet, c'est vraiment d'avoir un cap et finalement de penser, d'avoir cette vision à minima, comme je dis, moyen ou long terme, et finalement d'avoir un plan d'investissement qui fait que, il y aura des hauts, il y aura des bas, et finalement, à la fin, on aura quand même une perspective d'investissement intéressante. Donc, en fait, ça, c'est important, c'est la première chose, c'est vraiment parce que c'est normal, c'est légitime, je pense, d'avoir peur, parce que dès qu'il y a un contexte de crise, etc., et c'est légitime. Mais il faut garder en tête qu'il y en aura toujours, ça c'est évident. Et la deuxième chose, on parlait juste à l'instant de diversification. Une des meilleures manières aussi, en cas de crise, de se prémunir, c'est quand même de diversifier. Et quand on parle de diversification, il y a plein de niveaux de diversification. Il va y avoir une diversification entre les catégories d'actifs, c'est-à-dire par exemple ne pas tout investir sur les marchés financiers, parce que typiquement les marchés financiers et les marchés immobiliers répondent à des logiques différentes. Donc c'est intéressant aussi de pouvoir diversifier par exemple à ce niveau-là. Il va y avoir de la diversification géographique par exemple, donc éviter de tout investir par exemple sur des actions françaises. Donc voilà, il y a quand même une notion, et puis une diversification dans le temps. Donc ça, c'est cette notion que vous évoquiez, le fait d'investir potentiellement des montants de manière progressive. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'investissement progressif, ou le DCA. Et donc là, la logique, c'est une manière de rentrer, de faire cet investissement avec différents points d'entrée. Et donc en fait, au global, ça se lisse. D'accord. Et alors, nous avons reçu la question de Sandra qui nous dit « Est-ce qu'investir, ça veut dire tout le temps s'informer sur l'actualité pour être sûr de ne pas perdre son argent ?» Vous recommandez, Hélène, de lire régulièrement l'actualité financière. Alors, quel type de publication est-ce que vous recommandez? Et surtout, ce qu'on voudrait bien savoir, c'est combien de temps il faut y consacrer? Alors je pense qu'il faut un peu changer de regard sur ce sujet. Je pense qu'à partir du moment où on investit, en fait on a plus envie de savoir aussi. Parce que finalement quand on a notre argent injecté dans l'économie, que l'on fait de l'investissement immobilier, il y a cette volonté de savoir qu'est-ce qui se passe en fait, qu'est-ce qui va impacter d'un point de vue géopolitique, mais aussi plus global, réglementaire, etc. Qu'est-ce qui va impacter mon patrimoine, mon argent. Donc oui, il faut s'informer. Après, je pense qu'aujourd'hui, on a suffisamment de formats qui sont relativement digestes et qui n'ajoutent pas, on va dire, des tâches sur les tâches. Donc, je parlais en effet, je pense qu'on peut penser à la presse traditionnelle. Voilà, comme on va lire la presse, eh bien, à partir du moment où on se met à investir, généralement, on montre aussi plus d'intérêt pour, vous savez, ces fameux suppléments argent, toutes ces pages finances perso. À partir du moment où on les comprend, on peut les décoder. C'est plus facile. Voilà, mine de rien, ça rend ces pages un peu plus attractives, palpitantes, voilà. Et puis ensuite, il y a des formats, comme je disais, un peu plus courts, un peu plus où vous pouvez lire ça sur 10 minutes, 5 minutes dans la semaine même. Donc je pense à des newsletters. Et bien il y a la Vive Média, bien sûr. Vous allez avoir il y a vraiment tout type de style. Je pense à Snowball qui a des newsletters peut-être un peu plus qui vont être un peu plus thématiques et un peu plus, justement très liés aux actualités. Donc c'est assez complémentaire. Je pense à Spoon qui fait des choses très didactiques aussi. Nous chez FMK, on a aussi une newsletter qui est un peu plus thématique. Et donc voilà, après, à chacune finalement de trouver le type de média qui fait écho aussi à son approche, à ses besoins. Mais en tout cas, plutôt que il faut, je pense qu'il faut plutôt le voir positivement en se disant, soudainement, c'est un sujet qui intéresse plus. Et vous avez dans votre livre, vous parlez de développer vos super pouvoirs financiers. Pour rassurer les débutants, quels super pouvoirs ont les débutants dont ils ne se doutent pas? On a plein de super pouvoirs. Non, je pense que le premier, je dirais,
Tout simplement, le fait est de potentiellement se mettre à découvrir un sujet en fait beaucoup plus passionnant que ce qu'on pensait. J'ai toujours ce moment avec beaucoup de nos apprenantes qui me disent mais en fait je suis venue parce que je savais il fallait que je me forme, mais un peu de l'ordre de la nécessité. Et finalement, je repars en me disant mais en fait ce sujet est passionnant parce que investir, et j'aime souvent en parler de cet angle-là, c'est pas seulement, alors bien sûr on cherche tous et tous a priori quand on va investir quand même à faire fructifier, à faire travailler son argent, mais ça va bien au-delà. Investir c'est aussi beaucoup d'avantages extra-financiers, donc il va y avoir la dimension de compétences, je parlais tout à l'heure la gestion de projet par exemple, toutes les choses qu'on va pouvoir apprendre, mieux comprendre l'économie, parce qu'en fait à partir du moment où on investit sur les marchés financiers, eh bien, ça débloque des choses, on va mieux comprendre certaines dynamiques, les besoins de financement, etc. Donc il y a tout l'ordre des connaissances, et puis il y a l'ordre aussi de l'impact, je trouve ça très important. Et dans la notion de pouvoir, moi je le retrouve beaucoup, j'aime bien dire que investir c'est comme un deuxième bulletin de vote, c'est le bulletin de vote économique, celui qui va nous permettre d'exprimer notre voix et de choisir aussi où va l'argent dans notre économie et qu'est-ce qu'on va financer. Donc oui, moi parfois je me dis c'est génial en fait, si on n'a jamais investi, il nous reste encore tout ce champ des possibles, toutes ces options-là, toutes ces manières d'avoir de l'impact, toutes ces manières de se développer personnellement, c'est pour ça que je parle de développement personnel financier, c'est beaucoup plus large avec des externalités positives qu'on oublie parfois, notamment un boost de confiance en soi, enfin il y a vraiment, moi j'aime bien dire, on rajoute une corde à son arc et une casquette, voilà je suis investisseur, je suis investisseuse, qui est généralement assez agréable. Alors, on va passer maintenant à vos questions qu'on a reçues en direct. Alors, il y a 2 questions qui se recoupent. Il y a celle d'Angélica Maria qui nous dit « J'ai 3 000 €, est-ce que c'est plus rentable d'investir sur les produits financiers ou sur des projets immobiliers? Comment commencer pour la première option ?» Je couple cette question avec une autre question qui me dit « Peut-on investir avec un SMIC, par exemple, si on a 5 000 € d'économie ?» Oui, alors, peut-être sur la première question, qui est finalement la question de l'arbitrage entre immobilier et marché financier. Donc, il y a une question assez courante. Alors, généralement, en matière d'investissement, il n'y a pas un investissement parfait. Il faut avoir en tête qu'il y a toujours des plus et des moins. Et il y a un investissement qui va vous correspondre. Donc là, typiquement, je crois que la somme, c'était 3 000 €. Il faut avoir en tête que, par exemple, si on parle de l'immobilier physique, il y a quand même souvent une barrière à l'entrée qui va être pour un projet immobilier, on va généralement nous demander en termes de financement 10% d'apport sur le prix d'un bien, en sachant qu'aussi il faudra avoir une épargne avant et une épargne après projet. Donc c'est des choses à avoir en tête. Après, il y a d'autres options, fort heureusement dans l'immobilier, du crowdfunding immobilier, de la pierre papier, des choses qui sont plus accessibles. Typiquement de la pierre papier, les SCPI dont je parlais tout à l'heure, vous avez des options qui commencent à 200, 300 €. Donc là, c'est intéressant de comprendre que finalement, l'immobilier peut aussi, à partir de cette somme-là, être accessible sous des formes, on va dire, différentes. Après, je crois que la question, c'était qu'est-ce qui est le plus rentable. Alors là, dans l'absolu, tout à l'heure, je partageais un peu quelques chiffres. Je pense que, en fait, là, c'est très compliqué de répondre à cette question, au sens où ce qui est le plus rentable, c'est ce qui va correspondre aussi à l'horizon de placement, l'horizon de temps que vous pouvez avoir sur le projet. Donc peut-être... je vous inviterai en fait à revenir sur quel est le projet finalement que vous avez envie de financer pour ensuite vous dire ce projet-là, quelles sont les options qui s'offrent à moi et ensuite sur chaque type d'investissement, analyser le paramètre, donc on parlait du risque tout à l'heure, mais aussi le temps que j'ai à y consacrer. Enfin, la rentabilité est un des critères, mais finalement, c'est pas le seul. Donc, Oui, voilà, parce que même si on a un SMIC et 5 000 € d'économie, comme c'était posé dans la question, oui. Si on met des petites sommes et sur longtemps, il y a des produits qui existent, donc c'est tout à fait faisable avec des petites sommes. Alors tout à fait, là je pense que le premier sujet, c'est l'épargne de précaution, dont on parlait tout à l'heure, donc à constituer. Donc là aussi, c'est personnel, on a cet ordre de grandeur qu'on communiquait tout à l'heure, à voir si aujourd'hui cette somme-là est suffisante pour correspondre à une épargne de précaution, et ensuite, on peut rentrer dans cette démarche d'investissement, en sachant que bien sûr, il peut y avoir un travail préalable qui est intéressant de se poser sur son budget pour essayer de voir comment on peut optimiser aussi aujourd'hui entre mes dépenses contraintes, qu'est-ce qui me reste comme marge de manœuvre finalement pour investir, et puis ensuite repasser toujours par cette étape du projet, de bien comprendre les produits pour s'assurer aussi que finalement
Parce que bien sûr, si on a un revenu peut-être moindre, l'effort d'investissement est plus important. Donc vraiment s'assurer qu'on va aussi sur des produits qui sont bien alignés et bien pertinents. Alors là aussi, on a 2 questions qu'on peut coupler. Comment créer un plan d'investissement? Quels sont les outils pour nous aider à créer ce plan? Et on a une autre question qui dit, c'est de Nat, comment évaluer le support le plus adapté selon nos projets? Une fois qu'on a défini nos projets, comment on fait pour sélectionner les bons produits? Alors, comment créer un plan d'investissement? En soi, il n'y a pas un canevas qui existe, un modèle absolu où il faut faire les choses comme ça. On va dire que là, les étapes, voilà, c'était ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le projet. Ensuite, il y a une étape qui va être d'estimer le montant pour le projet, le montant global. Par exemple, vous preniez tout à l'heure l'exemple des études des enfants, estimer ce montant-là. Donc ça, c'est une première étape. Ensuite, voir finalement par rapport à aujourd'hui nos revenus, notre épargne, combien est-ce qu'on peut mettre tous les mois, donc quel effort d'épargne, d'investissement on peut faire tous les mois pour venir financer ce type de projet. Et ensuite, un plan de financement, finalement, ça se construit avec cette logique. Si je vais sur de l'investissement, sur cette logique des intérêts composés, finalement sur le temps long, c'est plutôt ça la manière de fonctionner. Sur le temps long, finalement, combien est-ce qu'il faut que je mette tous les mois pour atteindre cette somme-là? C'est une logique très mathématique. Et à partir de là, les autres critères qu'il faut que j'ai en tête, c'est mes critères qui vont être de l'ordre du temps disponible. Je n'ai pas du tout de temps. Il y a des investissements qui ne peuvent pas fonctionner. Voilà, j'ai plus de temps, le niveau de risque que je suis prête à prendre, la question des valeurs aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent investir, font très attention à où va leur argent. Donc il y a des investissements qui sont plus opaques que d'autres, des types d'investissements plus opaques que d'autres. Et l'accessibilité, ou en tout cas peut-être le niveau de technicité des produits, c'est aussi quelque chose qui peut être plus ou moins, voilà, si on veut creuser plus les sujets en fonction des niveaux de connaissances financières qu'on a. Et alors, on a une question de Wawa qui nous demande, conseillez-vous d'investir sur les unités de compte actuellement au vu de la bourse haute? En fait, le sujet, en effet, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les assurances vie. Ce qui se passe, c'est qu'il faut bien sûr garder toujours tenir compte du contexte. Donc tout à l'heure, je parlais des fonds euros. Bon, il y a ce sujet où aujourd'hui, on a un rendement qui est en fait inférieur à l'inflation. Donc finalement, c'est sûr que ça pose question sur la pertinence. Les unités de compte, c'est très variable parce qu'en fait, ça va dépendre des types de contrats. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte, les montants des frais, etc. Donc il n'y a pas une réponse pour tout le monde dans l'absolu. Voilà. Après, on va dire que sur un contrat d'assurance vie, et moi en plus je ne vais pas donner de conseils étant donné que je ne connais pas du tout la situation personnelle et je ne fais pas de conseils financiers, mais ce qui est à garder en tête, c'est plutôt comprendre finalement la composition ensuite de son assurance vie. C'est toujours la même logique, finalement, en fonction de son projet et le contexte actuel. Finalement, si on est sur une assurance vie qui doit être mobilisée dans un horizon moyen ou long terme, forcément ce sujet-là il est moins prégnant. Si je suis sur une assurance vie que je veux mobiliser à très court terme, là il faut se poser la question des allocations et du contexte actuel, bien sûr. Je prends quand même la question d'Amandine qui recoupe un peu ce qu'on a déjà dit, mais je la pose parce qu'elle donne des chiffres précis. Le montant minimum, par exemple, qu'on peut mettre dans l'assurance vie, elle dit « je ne pense pas qu'on puisse mettre des versements de 10 € par mois ». Donc, combien peut-on investir au minimum quand on n'a pas grand-chose à la fin du mois, en imaginant qu'on a notre épargne de précaution? Oui. Alors, en effet, sur les assurances vie, à ma connaissance, je ne connais pas d'assureur parce que y a toujours ce sujet de frais. Donc, 10 € par mois, c'est très bas. En revanche, vous avez... si on regarde sur les assurances vie, ça commence dans la centaine, 200 € je pense par mois. Ça dépend des assureurs, ça dépend des types de contrats. En termes de versement. Voilà, en termes de versement. Parfois, vous avez des contrats où on va vous demander de mettre un versement initial. Généralement, c'est comme ça que ça fonctionne. Sur des SCPI, il y a des choses à partir de 100, 200 €. Donc, il y a quand même... Et sur les marchés financiers, tout ce qui va être... ETF, tracker, là vous avez des choses qui peuvent commencer à 30-50 € à peu près. D'accord. Et donc dernière question, Rose nous demande, est-ce que nous avons accès à la première vidéo? Est-ce qu'elle est enregistrée? Alors tout à fait, notre premier webinaire, les clés pour comprendre avec Clara Mollet, c'est en replay sur le site de Boursorama. Vous allez dans la rubrique vidéo, nos émissions et webinaires et vous allez la trouver en date du 9 mai. Merci beaucoup Hélène Gerby. Merci. Merci. C'est la fin de ce webinaire Mode d'emploi pour agir. Il sera lui aussi disponible en replay dans les prochaines semaines sur le site de Boursorama. Vous serez prévenus.
Pour passer à l'action et vous aider à investir, vous pouvez donc retrouver les ressources de Femca et le livre d'Hélène Gerby, Développer vos super pouvoirs financiers. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site de vivemedia.fr pour vous inscrire gratuitement à la newsletter de Vive Media, suivre les vidéos d'initiation à l'investissement Vive Academy Investir et écouter le podcast Osons l'oseille. Vous pouvez enfin surfer sur le site de Boursorama pour suivre l'actualité économique et financière, pour regarder les autres webinaires et puis pour vous renseigner sur les produits qui peuvent correspondre à vos projets de vie dont on a parlé pendant ce webinaire. On se retrouve fin juin pour un prochain webinaire Vive Boursorama. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À bientôt.